Donc là, je vous ai dit que j'allais parler de cette histoire de médecin. Donc le médecin de famille, qui est le même pour ma belle-mère et le même pour mon ami, comme par hasard, je vous dirais. Par exemple, pour mon cas, il a eu une copie de tous les dossiers, de toutes les fois où j'ai atterri à l'hôpital pour des maux de ventre, ou XY, ou les copies des dossiers des psychiatres ou des psys qui m'ont vu et qui ont dit qu'effectivement il y avait un gros problème dans la famille, qu'il y avait un gros problème relationnel avec mon père, qu'il fallait peut-être regarder ça de plus près. Il n'a jamais cherché à savoir quoi que ce soit à ce niveau-là. Quand je suis allée le voir pour lui dire ce que j'avais découvert sur mon père, sur les souvenirs, le viol, les viols, etc., et que je lui ai demandé s'il pouvait me donner le nom d'une psychiatre qui pourrait m'aider à traverser ça, durant tout l'entretien, il a regardé par terre. À quasi aucun moment, il m'a regardé dans les yeux. Et en plus, il m'a donné la même psychiatre qu'il avait conseillé à ma belle-mère quand elle est partie de la maison, quand elle a fui mon père. Chose un peu curieuse, parce qu'il savait qu'il y avait de toute façon déjà à la base conflit d'intérêts, vu que cette personne avait suivi aussi ma belle-mère. J'ai appris plus tard par ma belle-mère qu'en fait elle n'a pas continué chez cette personne parce qu'elle n'était absolument pas compétente et que ça lui servait à rien, au contraire elle régressait. Et en fait voilà déjà une partie. Le fait qu'il n'ait jamais donné suite à toutes les recommandations des psychiatres qui m'ont vu qu'il fallait voir cette affaire de plus près. Et le fait que quand je lui ai parlé de ça, il n'a rien dit. Même pas un sursaut de surprise en plus. Et là je vais vous parler en fait de la pneumonie aiguë qu'a eu mon ami, qui a commencé en fait avec des vomissements. Au début, on a cru que c'était une intoxication alimentaire parce qu'il s'est vidé autant du haut que du bas. Et moi, je suis restée, je vous fais un résumé, mais je suis restée 3 jours sans dormir, à prendre sa température tous les quarts d'heure, à prendre sa pression toutes les heures, à lui mettre des compresses froides sur le front, sur la nuque, sur les chevilles, parce qu'il atteindait des températures de 41 degrés le 3e jour. Et moi j'étais totalement paniquée parce que je ne savais pas quoi faire de plus. Les médicaments que je lui donnais, tout ce que je lui donnais, il vomissait. Je lui ai donné du thé à température ambiante, du Coca-Cola sans bulle pour essayer d'éliminer les bactéries qu'il pouvait avoir dans son estomac. Et j'ai appelé le médecin plusieurs fois qui m'a dit qu'il n'y avait pas de raison de l'amener à l'hôpital, que ça allait passer. Il m'a envoyé une ordonnance avec des médicaments que mon ami devait prendre qui n'ont servi à rien, des suppositoires, des choses comme ça. Et mon père d'ailleurs est venu constater l'état de mon ami et pour faire le gentil papa qui vient aider. Et en fait il venait juste constater l'état dans lequel il était. Et c'est quand Mike a commencé à avoir des douleurs fulgurantes à la hauteur des côtes que on s'est dit à la base qu'en fait c'était une de ses anciennes fractures. Il s'était fracturé une côte qui avait dû lâcher en fait sous la pression, tellement il vomissait et tellement c'était violent. Alors là, moi là j'en pouvais plus, j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. J'avais pas de véhicule, donc j'ai dû appeler mon père qui a mis un temps incroyable pour venir. Comme j'habitais à côté de l'hôpital à cette période-là, c'est quand j'habitais dans cet appartement, avant qu'on déménage lui et moi. J'habitais tout près de cet hôpital. Donc on est arrivé assez rapidement là-bas. Et quand on a expliqué le cas, mon ami ne pouvait plus s'allonger, sinon il était pris de quintes de toux terribles qui lui faisaient des douleurs insupportables. Ils l'ont bourré de médicaments, bourré de morphine, et malgré ça, ils n'arrivaient toujours pas à le coucher pour pouvoir le mettre dans un scanner et un IRM. C'était impossible, c'était l'horreur. Et d'ailleurs, ils ont dit, mais à la fin de tous les examens, ils ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Parce que là, un jour de plus, si vous étiez mort.
il avait une pneumonie aiguë, il avait un épanchement de la plèvre, il avait du tissu, de l'eau dans les poumons, le quart du poumon était plein d'eau, d'infection, enfin du liquide infecté. Et voilà, moi je leur ai dit, mais le médecin voilà, le médecin, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, je lui ai dit je lui ai expliqué l'état de mon ami, je lui ai expliqué la température, et non, pas besoin. Et finalement, il est resté plus d'une semaine aux urgences de cet hôpital, et après, comme il s'était plaint, ils l'ont transféré dans un autre hôpital, plus vers la nature, ce qui était super pour lui, parce qu'il avait la vue sur la forêt, c'était très beau. Et là, il y est resté quand même bien un mois, à recevoir des doses de tramal assez astronomiques tous les jours. Et après, en fait, on a emménagé dans cette maison où mon père l'a obligé à poncer le sol à main nue alors qu'il sortait d'une pneumonie aiguë. Enfin, je vous laisse voir la manière dont il a été traité. Et en fait, quand j'ai parlé avec ma belle-mère, on a appris que quand elle a quitté mon père, elle a attrapé une pleurésie, si je me rappelle bien, enfin une maladie qui avait aussi sujet aux poumons. Que ça a duré plus d'un mois, que le médecin lui a donné des antibiotiques, des choses comme ça, qui n'ont absolument pas fait effet. Ils lui ont dit mais oui, ça passera, faut prendre du temps, etc. Et c'est au moment où elle a eu les lèvres bleues que sa fille l'a amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, même discours, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt, un jour de plus et vous étiez mort. Même pour son cas, quelques minutes de plus et vous étiez morte. Alors ce qu'on peut constater dans cette histoire, c'est que le même médecin est toujours lié, qu'il y a eu 2 maladies des poumons à mon ami et à ma belle-mère. Je précise également que j'ai eu très longtemps des maladies liées aux poumons, moi aussi. J'avais une déficience de la plèvre. C'est la plèvre, c'est les tissus, c'est comme si vous aviez le poumon qui est dans une poche et qui touche une autre poche. Et en fait, vous avez un liquide entre les deux, normalement, en quantité réduite, qui empêche les deux tissus de se toucher. Sinon, c'est comme si vous arrachez la peau des bras et que vous commencez à vous frotter chair contre chair vif. Et en fait, moi j'avais un problème avec ça, j'avais apparemment pas assez de liquide ou quelque chose de genre. Et si j'en crois le médecin. Et en fait, ça me provoquait à des moments à certains moments des douleurs très fortes, des blocages, etc. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que depuis que j'ai pris le large, je n'ai plus de problème de ce genre. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc là, on a parlé du médecin de famille qui, à mon avis, est impliqué. Oui, je tiens à préciser que la fille de ma belle-mère devait partir en vacances et le carnet de vaccination devait être mis à jour parce qu'elle allait dans un endroit qui était quand même dangereux. Puis, il fallait que ces vaccins soient à jour, c'était important. Et comme par hasard, le même médecin a fait une erreur et n'a pas constaté qu'un certain vaccin n'était pas à jour, vaccin qui la protégeait contre une maladie mortelle, qui aurait dû la protéger contre une maladie mortelle. Et en fait, via l'université, elle a fait revérifier son carnet de vaccination, et c'est là qu'ils ont dit mais c'est quand même incroyable que votre médecin n'ait pas vu. Et elle a fait le vaccin qui pouvait la protéger. La fille de ma belle-mère a été, entre guillemets, comme mon amie pour moi, a été le bouclier contre mon père. Elle n'a jamais marché dans ses jeux, elle a toujours tenu tête à mon père et elle a protégé sa mère. Ça, je dois dire que je trouve ça admirable de sa part parce qu'elle était petite et il a vraiment été atroce avec elle. Moi, je le sais. Elle m'a raconté l'histoire, mais moi je sais que c'est lui parce que je m'en souviens. Quand on était allé en vacances,
dans un pays, il lui a volé son doudou qu'elle transportait partout. Elle ne lâchait pas ce petit lapin, et en fait elle lui avait tenu tête pour je sais plus quoi, et pour se venger il lui a volé son doudou et il l'a jeté. Et elles m'ont parlé de cette histoire il y a quelques semaines. En fait, on a parlé des souvenirs de notre vie commune. Elles m'ont rappelé des choses qui ont engendré d'autres souvenirs chez moi. Et je leur ai dit que je sais que c'est lui qui l'a volé et qu'il l'a jeté. Je me rappelle, il l'a jeté dans un buisson. Et ça, elle se doutait, ma belle-mère et sa fille, elle se doutaient bien que c'était lui, mais elles n'avaient pas de preuves, et c'est moi qui ai apporté en fait la preuve. Et on a pu constater aussi au fil des conversations avec mon ami Mike que en fait mon père m'a formé pour m'a modelé, bon déjà ça de toute façon, mais il m'a modelé, il m'a formé à être son témoin au cas où une de ses femmes se retournait contre lui. Si ma belle-mère commençait à l'attaquer en justice, etc., j'étais là pour être son témoin. Ou voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pu découvrir vis-à-vis des histoires que lui m'a racontées, qui ne collent pas avec la réalité. Et quand je parle avec, par exemple, ma belle-mère ou ma mère, je constate que, enfin, c'est là que je constate toutes les magouilles qu'il a mis en place, les mensonges infinis qu'il m'a racontés. Donc là, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la situation. Je pense qu'il y a certainement d'autres vidéos qui vont suivre, dès que quelque chose me revient. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, les souvenirs que j'ai, c'est justement des souvenirs de viol. Tout au long de ma vie, en fait, j'ai différents âges. La dernière, je sais qu'elle a eu lieu en Italie. D'ailleurs, Mike était dans la chambre d'hôtel d'à côté. En fait, j'avais fait un cauchemar de viol, et le matin, quand je me suis réveillée, je suis allée voir mon père. Et Mike était en fait en train de dormir avec moi dans cette chambre. Et je suis allée dans la chambre qui était juste à côté, comme par hasard. Et je ne me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé dans cette chambre, sauf le fait que mon père, pour me consoler, m'a amené ma tête vers son entrejambe. D'ailleurs, quand je suis rentrée dans la chambre, mon ami m'a avoué plus tard, qu'il m'a dit: écoute, tu étais totalement différente. Déjà, tu puais le sexe, façon de parler. C'était comme si on t'avait enlevé ta colonne vertébrale, tu étais très aguicheuse. Tout d'un coup, tu étais très éloignée de moi. Tu ne voulais plus du tout de contact avec moi, mais tu étais très proche de ton père. Et il a dit, c'est comme si j'avais l'impression que tu étais droguée. Tu n'avais pas l'œil clair, il y avait plein de choses qui ne jouaient pas. Et pour moi, j'étais restée dans cette chambre maximum un quart d'heure. Et lui m'a appris que j'étais restée là-bas bien au moins 45 minutes. Lui d'ailleurs est persuadé que j'ai eu une relation sexuelle avec mon père à ce moment-là. Moi, je me rappelle apparemment que de la fellation qui m'a amené à lui faire. Et c'est quelque chose que j'ai pu constater aussi chez moi. L'autre jour, par exemple, j'étais dans une laverie et un type a essayé de m'attraper la main, voilà, un fou. Et quand il l'a fait, je me suis comme si tout d'un coup on m'avait appuyé sur le bouton on pour le viol. Incapable de me défendre. Le type, il m'aurait mis par terre, il aurait pu me violer. J'aurais été incapable de me défendre. Et c'est cet état d'esprit que je retrouve justement de sensation dans mes souvenirs, où je ne me défends pas, je subis. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je me mettais à chaque fois que j'avais une relation sexuelle avec mon conjoint, avec mes conjoints, avec mes ex-copains. C'était subir la douleur, subir les assauts, et en plus crier et dire qu'on aime ça. Parce qu'alors simuler, ça, j'étais très douée, hein. Je veux dire, je criais et j'étais persuadée que j'aimais ça. Je me persuadais moi-même du fait que c'était agréable alors que je souffrais. Un peu évident, hein, quand vous allez à la salle de bain et que vous êtes quelquefois à 100, c'est sûr que vous avez souffert et que le rapport n'a pas dû être agréable. Mais pour moi, ils étaient agréables. Ça vous donne une idée de l'état dans lequel j'étais.